8 septembre 1943, 19h42, Caserte, quartier général de l'armée royale italienne. Le colonel Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo serre le combiné du téléphone si fort que ses jointures blanchissent. À l'autre bout du fil, le silence. Il vient d'appeler le quartier général de la 222e division côtière en Grèce, puis la 11e armée en Yougoslavie, et enfin le 35e corps d'armée en France. Ligne coupée. Toutes. L'opérateur téléphonique revient à l'appareil. Mon colonel, la liaison avec les commandements à l'étranger est interrompue. Les Allemands ont sectionné tous les câbles. Montezemolo regarde sa montre. 47 minutes exactement se sont écoulées depuis que le maréchal Badoglio a annoncé à la radio l'entrée en vigueur de l'armistice avec les Anglo-Américains. La guerre de l'Italie contre les Alliés est terminée. Mais qu'arrive-t-il aux 650 000 soldats italiens dispersés dans toute l'Europe occupée, de la Grèce à la France, de l'Albanie aux montagnes yougoslaves? Personne ne le sait. Les communications sont mortes, aucun ordre n'arrive, et les Allemands, alliés de l'Italie depuis 3 ans, sont déjà en mouvement. Au moment où Montezemolo raccroche, la catastrophe militaire la plus rapide de l'histoire moderne commence. En 72 heures, la Wehrmacht allemande désarmera, capturera ou anéantira près d'1 million de soldats italiens. Sans un seul ordre de leur commandement, sans savoir qui est désormais l'ennemi et qui est l'ami, les garnisons italiennes à travers l'Europe seront contraintes de faire un choix impossible. Se rendre aux Allemands, combattre contre eux, ou fuir dans les montagnes pour rejoindre les partisans. Ce jour entrera dans l'histoire italienne comme Il giorno del tradimento, le jour de la trahison. Mais qui a trahi qui? Le roi a trahi le pays, Badoglio a trahi l'armée, les Allemands ont trahi leurs alliés, les commandants ont trahi leurs soldats. Et au cœur de ce chaos se trouvaient des centaines de milliers de simples soldats italiens qui se sont réveillés le 8 septembre soldats d'une armée pour s'endormir le soir même prisonniers de guerre ou morts. Mais pour comprendre comment l'armée italienne s'est effondrée en 3 jours, il faut remonter 3 semaines en arrière, là où tout a commencé. Au quartier général secret des Alliés en Sicile, où le général Dwight Eisenhower signait un document dont la plupart des soldats italiens ignoraient jusqu'à l'existence. 3 septembre 1943. Cassibile, un petit village du sud-est de la Sicile. Dans une oliveraie, sous des filets de camouflage, les généraux italiens Giuseppe Castellano et Walter Bedell Smith, au nom du maréchal Badoglio et du roi Victor Emmanuel III, signent un accord d'armistice avec les Alliés. Le document comporte 12 articles. Article 1er, cessation immédiate de toutes les hostilités par les forces armées italiennes. Article 2, l'Italie fera tout son possible pour priver les Allemands de la possibilité d'utiliser le territoire italien. Article 4, la flotte et l'aviation italienne seront immédiatement transférées aux Alliés. Cela semblait simple, sur le papier. Mais il y avait un problème. Les Allemands. Le 3 septembre 1943, 17 divisions allemandes se trouvent en Italie et sur les territoires qu'elle occupe. 8 autres divisions sont stationnées dans les Alpes, prêtes à entrer dans le nord de l'Italie. Depuis 2 mois, les services de renseignement allemands suivent chaque mouvement de Badoglio. L'amiral Wilhelm Canaris, chef de l'Abwehr, rapporte à Hitler « Les Italiens négocient avec les Alliés. La trahison est inévitable. » Hitler ordonne l'élaboration du plan Axe, une opération visant à désarmer l'armée italienne en cas de capitulation face aux Alliés. Le plan était prêt depuis juillet. Les Allemands attendaient. Ils n'avaient besoin que d'un signal. Et c'est ici que commence la partie la plus tragique. Badoglio et le roi savaient que les Allemands se préparaient, mais ils croyaient pouvoir tromper Hitler. Le plan du gouvernement italien était le suivant. Signer l'armistice en secret, puis, au moment du débarquement allié près de Rome, annoncer la capitulation. En quelques heures, les troupes italiennes, avec l'aide de parachutistes américains, devaient prendre Rome, désarmer les Allemands et accueillir les Alliés en libérateurs. Un beau plan. Mais il exigeait une chose, que les soldats italiens soient prêts, qu'ils reçoivent des ordres clairs, qu'ils sachent ce qui se passait. Rien de tout cela ne s'est produit. Badoglio craignait que le moindre ordre à l'armée ne parvienne aux Allemands. Il est donc resté silencieux. Les commandants de corps d'armée, de division, de régiments, de garnisons, personne n'a reçu la moindre instruction. Ils n'entendaient que des rumeurs. On dit qu'on va faire la paix. On dit que les Allemands se préparent à nous désarmer. On dit que les Américains vont débarquer d'un moment à l'autre. Mais les rumeurs ne sont pas des ordres. Et lorsque le 8 septembre à 19h45, la voix de Badoglio retentit à la radio pour annoncer l'armistice,
650 000 soldats italiens entendirent ces mots sans la moindre indication sur la marche à suivre. Revenons à cet instant. Le soir du 8 septembre, île de Céphalonie, en Grèce. Quartier général de la 33e division d'infanterie acquis. Le général Antonio Gandin est assis dans son bureau lorsque son aide de camp fait irruption avec une feuille de papier. « Mon général, message urgent de Radio Alger. Le maréchal Badoglio a annoncé l'armistice avec les Alliés. La guerre est finie. » Gandin se lève. Il commande 11 500 soldats italiens qui, depuis 3 ans, défendent cette île grecque contre les Britanniques. La guerre est finie? Cela signifie qu'ils peuvent rentrer chez eux? Mais que faire de la garnison allemande sur l'île? 5000 soldats allemands de la 107e division de montagne sont ici, à Céphalonie. Hier, ils étaient des alliés. Aujourd'hui, qu'était-il aujourd'hui? Gandin ordonne de contacter Rome. Pas de liaison. Il ordonne de contacter le commandement de la 11e armée à Athènes. Ligne coupée. Il tente d'appeler le continent grec, le quartier général du corps italien. Silence. Les Allemands ont déjà coupé les câbles. Gandin est seul. Avec 11 500 soldats qui attendent un ordre qui ne viendra jamais. Le même soir, 21h30. Céphalonie, quartier général allemand. L'oberst Johannes Bode, commandant des 2 bataillons allemands sur l'île, reçoit un radiogramme de Berlin. L'ordre est bref. Opération Axe lancée. Désarmer les troupes italiennes. En cas de résistance, anéantir. Bode sait que les Allemands sont 2 fois moins nombreux que les Italiens sur l'île. 11 500 contre 2 500. Une confrontation directe serait un désastre. Il faut ruser. Il ordonne de contacter Gandin. 1 heure plus tard, ils se rencontrent en terrain neutre, dans l'ancienne préfecture grecque. Bode est courtois. Il tend la main à Gandin. « Général, nous avons reçu des ordres de Berlin. Je sais que vous avez aussi reçu des ordres de Rome. Nous sommes tous 2 des soldats, nous obéissons aux ordres. Je propose une solution simple. Vos troupes déposent les armes pacifiquement. Nous les enverrons en Allemagne comme prisonniers d'honneur. Et dans quelques mois, lorsque ce désordre politique sera terminé, vous rentrerez tous chez vous. Pas un coup de feu ne sera tiré. Personne ne mourra. Vous avez 2 heures pour prendre votre décision. » Gandin retourne à son quartier général. Il réunit ses officiers. Capitaines, majors, colonels de la division acquis sont assis dans une salle obscure, éclairée par des lampes à pétrole. Gandin parle lentement. « Messieurs, j'ai reçu une proposition des Allemands. Ils exigent notre désarmement. Ils promettent que nous serons envoyés en Allemagne comme prisonniers d'honneur. Je dois prendre une décision. Mais cette décision concerne la vie de chacun de nos 11 500 hommes. C'est pourquoi je veux votre avis. Qui est pour déposer les armes ? » Silence. Qui est pour résister ? 47 officiers sur 50 lèvent la main. Gandin hoche lentement la tête. Il sait qu'il vient de signer non seulement son propre arrêt de mort, mais aussi celui de milliers de ses soldats. Mais il sait aussi que l'alternative, se rendre à ceux qui étaient hier ses alliés et aujourd'hui ses geôliers, est insupportable. Il envoie sa réponse à Bode. Refus. La division acquis garde les armes. Les Allemands n'attendent pas. Le 9 septembre, à 6 h du matin, le bombardement d'artillerie des positions italiennes commence. Simultanément, des renforts allemands arrivent de Grèce par la mer. La 105e division de montagne et l'aviation de la Luftwaffe. Le rapport de force est maintenant d'1 contre 1. 11 000 Italiens contre 11 000 Allemands. La bataille de Céphalonie dura 9 jours. Les Italiens se battent désespérément. Ils savent qu'aucune aide ne viendra. Rome reste silencieuse. Les Alliés sont à des centaines de kilomètres. La population grecque de l'île soutient les Italiens. Les villages cachent les blessés, apportent de la nourriture, de l'eau. Mais les Allemands ont la supériorité aérienne. Les Stukas et les Junkers bombardent chaque jour les positions italiennes. Le 15 septembre, les Italiens ne tiennent plus que 2 villes, Argostoli et Lixouri. Les munitions s'épuisent. Il y a plus de 500 blessés et rien pour les opérer. La nourriture est finie depuis 3 jours. Le 21 septembre, les Allemands lancent l'assaut final. Le soir, les Italiens se replient sur leur dernière ligne de défense, les collines surplombant Argostoli. Gandin réunit ses officiers. Tous comprennent que c'est la fin. Gandin dit « Messieurs, nous avons fait tout ce que nous pouvions. La résistance n'est plus possible. Je donne l'ordre de capituler. Mais chacun de vous est libre de faire son propre choix. » Le 22 septembre, au matin, les Italiens hissent le drapeau blanc. Les soldats allemands entrent dans la ville. Les Italiens reçoivent l'ordre de déposer les armes et de se former en colonne. 9000 soldats de la division acquis se tiennent sous la menace des fusils automatiques allemands.
Gandin s'approche du commandant allemand, l'Oberst Bode. Nous nous sommes rendus. Qu'en est-il de votre parole d'un traitement honorable ? Bode ne répond pas. Il tourne les talons et s'en va. 1 heure plus tard, un ordre arrive de Berlin. Adolf Hitler a personnellement rédigé la directive sur le sort de la division Aki. L'ordre est court, fusiller tout le monde. C'est le début de ce que les Italiens appelleront le Massacro di Cefalonia, le massacre de Céphalonie. Le 22 septembre, de 14h jusqu'au coucher du soleil, les pelotons d'exécution allemands fusillent 117 officiers italiens. On les place dos au mur d'une vieille forteresse vénitienne. Une salve, on recharge. Le groupe suivant. Une salve, on recharge. Parmi les fusillés, le général Gandin. Il est exécuté en dernier pour qu'il voie mourir tous ses officiers. Puis vient le tour des soldats. Les Allemands divisent les 9000 Italiens en groupes de 100. Chaque groupe est conduit à un ravin à la périphérie de la ville. On leur ordonne de se tenir au bord, on leur tire dans le dos, les corps tombent dans le ravin. Le groupe suivant. Cela dure 4 jours. Le 26 septembre, 5000 soldats italiens ont été fusillés. Les Allemands embarquent les autres sur des navires pour les envoyer en Allemagne. Les navires sautent sur des mines en mer Égée. Des 9000 soldats de la division Aki, 37 survivront. Mais Céphalonie n'est pas le seul endroit où l'armée italienne a fait face à la trahison allemande. Dans toute l'Europe, de la Grèce à la France, de l'Albanie au Monténégro, la même histoire se répète. 8 septembre, annonce de l'armistice. 9 septembre, ultimatum allemand, se rendre ou mourir. 10 septembre, début de l'opération Axe, Yougoslavie. 20 000 soldats italiens du 2e corps d'armée sont désarmés par les Allemands en 2 jours. Ceux qui refusent de rendre les armes fuient dans les montagnes et rejoignent les partisans yougoslaves de Josip Broz Tito. Sur les 20 000 soldats, 8 000 sont envoyés en Allemagne. Les autres meurent ou deviennent partisans. Albanie. 25 000 soldats italiens du 9e corps d'armée tentent de traverser l'Adriatique pour rentrer en Italie. Les Allemands coulent la plupart des navires. Ceux qui atteignent la rive sont accueillis par des chars allemands. Grèce continentale. La 8e armée italienne, 120 000 hommes, tente de se replier vers le sud, vers les Britanniques. Les Allemands bloquent toutes les routes. Les Italiens abandonnent leur équipement, leurs armes et marchent à travers les montagnes. La plupart sont capturés. Fin septembre, 80 000 soldats italiens de Grèce se retrouvent prisonniers des Allemands. France. Les Italiens tiennent la côte sud-est de Nice à Toulon. 35 000 soldats de la 4e armée. Les Allemands exigent leur désarmement. Le général italien Viazzo refuse. Des combats éclatent. Les Italiens se replient dans les Alpes, les Allemands les poursuivent. Fin septembre, la plupart sont capturés. Mais la plus grande tragédie n'a pas eu lieu en Grèce, ni en France, ni en Yougoslavie. La plus grande tragédie, ce fut l'Italie elle-même. Car sur le sol italien, là où les soldats italiens se croyaient en sécurité, les Allemands ont mené la partie la plus brutale de l'opération Axe. 8 septembre, 22h, Rome, ambassade d'Allemagne. Le feld-maréchal Albert Kesselring, commandant des troupes allemandes en Italie, donne ses derniers ordres. Capturer tous les ponts, tous les aérodromes, toutes les gares. Encercler les casernes italiennes. Exiger le désarmement immédiat. En cas de refus, utiliser la force. 16 000 soldats italiens se trouvent à Rome. Face à eux, 20 000 Allemands de la 3e division de Panzergrenadiers. Les Italiens n'ont pas de chars, les Allemands en ont 120, ainsi que des véhicules blindés. Les Italiens tentent de défendre Rome. Le matin du 9 septembre, des combats éclatent près du pont San Paolo. Les grenadiers italiens ouvrent le feu sur les chars allemands. Les Allemands ripostent avec toutes leurs armes. À midi, les Italiens se replient. Le roi et Badoglio, paniqués, quittent Rome et fuient vers le sud, vers les Alliés. La capitale de l'Italie est abandonnée. Les Allemands entrent dans la ville sans grande résistance. Dans le nord de l'Italie, la situation est encore pire. Milan, Turin, Gênes, les plus grands centres industriels du pays. Là se trouvent les restes des divisions italiennes revenues de Russie et d'Afrique du Nord, des dizaines de milliers de soldats. Mais ils sont dispersés dans de petites garnisons, sans commandement unifié, sans communication entre elles. Les Allemands encerclent simplement chaque caserne et exigent la reddition. La plupart des commandants italiens, ignorant ce qui se passe dans les autres villes et sans ordre de Rome, se rendent sans combattre. Mais certains résistent. À Bologne, la garnison italienne de 2000 hommes refuse de se rendre. Les Allemands utilisent leurs chars. Les Italiens tiennent 2 jours,
Quand les munitions sont épuisées, les Allemands fusillent tous les officiers prisonniers. À Gênes, des marins italiens tentent de faire sauter le port pour qu'il ne tombe pas aux mains des Allemands. Les Allemands les arrêtent à temps. 17 officiers italiens sont pendus sur la place devant le port, pour l'exemple. Le 20 septembre 1943, l'opération Axeux est terminée. Le bilan est effroyable. Sur près d'1 million de soldats italiens en service le 8 septembre, 650 000 sont désarmés et envoyés en Allemagne. 30 000 sont morts au combat contre leurs anciens alliés. 100 000 ont fui dans les montagnes et sont devenus partisans. Les autres sont simplement rentrés chez eux, abandonnant uniformes et armes. Mais l'histoire des 650 000 soldats italiens envoyés en Allemagne ne fait que commencer. Car les Allemands leur ont inventé un statut spécial. Ils ne sont pas des prisonniers de guerre, ils sont des internés. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'ils ne sont pas protégés par la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Ils n'ont pas le droit de recevoir des colis de la Croix-Rouge, ils n'ont pas le droit de correspondre avec leur famille, ils n'ont pas le droit de refuser de travailler. Les Allemands les appelaient Italienische Militärinternierten, les internés militaires italiens ou IMI en abrégé. Mais en réalité, c'était juste un nouveau nom pour des esclaves. 25 septembre 1943, gare de Bologne. Des colonnes de soldats italiens, désarmés et entourés de sentinelles allemandes, sont chargées dans des wagons à bestiaux. 70 hommes par wagon, conçus pour 40. Les portes sont verrouillées de l'extérieur. Le train part vers le nord, à travers les Alpes, vers l'Allemagne. Le voyage dure 4 jours, sans nourriture, sans eau, sans arrêt. Beaucoup meurent en route. Le caporal Giovanni Marotta, de la division d'infanterie Pinerolo, se souviendra plus tard: nous ne comprenions pas ce qui se passait. On nous a dit qu'on nous emmenait en Allemagne pour un travail temporaire et qu'on nous libérerait dans quelques mois. Nous y avons cru. Dans le wagon, nous étions si serrés qu'il était impossible de s'asseoir. Nous sommes restés debout, pressés les uns contre les autres, pendant 4 jours et 4 nuits. Quand le train s'arrêtait, nous crions aux gardes allemands: « De l'eau, donnez-nous de l'eau !» Ils riaient. L'un d'eux a crié: « Vous êtes des traîtres, les traîtres ne reçoivent pas d'eau. » C'est là que nous avons compris pour la première fois ce qui nous attendait. Le 1er octobre 1943, les trains de prisonniers de guerre italiens commencent à arriver en Allemagne. Ils sont conduits dans des camps spéciaux que les Allemands appellent Durchgangslager, des camps de transit. Là, les Italiens doivent faire un choix. Un officier allemand aligne les arrivants et lit un ordre. Vous êtes des internés militaires du Reich allemand. Vous avez 2 options. La première, vous signez pour servir dans la nouvelle République sociale italienne de Benito Mussolini et continuer à combattre aux côtés de l'Allemagne contre les envahisseurs anglo-américains. Dans ce cas, vous serez considérés comme des soldats, recevrez une solde, un uniforme et une nourriture normale. Deuxième option, vous refusez de servir. Dans ce cas, vous resterez des internés et serez envoyés aux travaux forcés. Le choix vous appartient. Vous avez 10 minutes. C'était un test. Les Allemands s'attendaient à ce que la plupart des Italiens, effrayés par la perspective du travail forcé, acceptent de servir. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Sur les 650 000 prisonniers de guerre italiens, seuls 150 000, 23%, acceptent de servir l'Allemagne et la République fasciste de Mussolini. Les 500 000 autres refusent. 77%. Ce fut un acte de désobéissance de masse comme il y en a peu dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. 500 000 hommes, entourés de gardes armés, sans armes, loin de chez eux, sachant que leur refus signifiait des années de travail forcé, ont dit non. Pourquoi ? Le sergent Luigi Ferrante, capturé en Yougoslavie, expliquera plus tard: « Nous étions fatigués de nous battre, fatigués du fascisme, fatigués de Mussolini qui nous avait entraînés dans cette guerre. Mais par-dessus tout, nous étions offensés par les Allemands. Pendant 3 ans, nous avions été leurs alliés. Nous avions combattu ensemble, en Russie, en Afrique, en Grèce. Des milliers d'Italiens étaient morts pour la cause commune. Et maintenant, ils nous traitaient comme des traîtres, nous qualifiaient d'esclaves, fusiller nos frères à Céphalonie ? Non, nous n'allions pas servir ceux qui nous avaient humiliés à ce point. Qu'ils fassent de nous ce qu'ils veulent. » Et les Allemands l'ont fait. Les 500 000 internés militaires italiens furent répartis dans toute l'Allemagne et les territoires occupés. 28,5% furent envoyés dans les mines de charbon de la Ruhr et de la Silésie, 35,5% dans les usines d'armement, 15% à la construction des fortifications du mur de l'Atlantique, les autres aux travaux agricoles, au déblaiement des décombres après les bombardements, au creusement de tranchées. Les conditions étaient monstrueuses.
Les internés italiens travaillaient 12 heures par jour. La nourriture, 800 grammes de pain et 1 litre de soupe de rutabaga par jour. Pas de viande, pas de légumes. Leurs chaussures et leurs vêtements, ceux qu'ils portaient à leur arrivée, se transformaient vite en haillons. Aucun remplacement n'était fourni. En hiver, des milliers d'Italiens travaillaient dans un froid glacial, sans manteau, sans bottes, dans leur uniforme d'été de septembre en Grèce ou en Yougoslavie. L'aide médicale était quasi inexistante. Si un Italien tombait malade, on le laissait simplement dans sa baraque, jusqu'à ce qu'il guérisse ou qu'il meure. La Croix-Rouge n'avait pas accès aux camps d'internés italiens, car formellement, ils n'étaient pas des prisonniers de guerre. La correspondance avec les familles fut interdite jusqu'au printemps 1944. Les familles italiennes ne savaient pas si leur fils, leur mari, leur père étaient encore en vie. Le taux de mortalité parmi les internés militaires italiens était de 6 à 7%. Ce chiffre peut paraître faible comparé aux 57% de mortalité chez les prisonniers de guerre soviétiques. Mais il faut comprendre le contexte. Les Allemands considéraient les prisonniers soviétiques comme des sous-hommes selon leur idéologie raciale. Ils les tuaient délibérément, systématiquement. Les Allemands considéraient les Italiens comme faisant partie de la race aryenne, comme d'anciens alliés. Mais leur taux de mortalité était 10 fois plus élevé que celui des prisonniers de guerre britanniques ou américains, qui était inférieur à 1%. Pourquoi ? Parce que les Allemands voulaient punir les Italiens, les punir pour leur trahison, comme ils l'appelaient, les punir pour leur refus de continuer le combat, les punir pour leur refus de servir la République fasciste de Mussolini. Les gardes allemands dans les camps ne cachaient pas leur mépris. Vous n'êtes pas des soldats, vous êtes des lâches. Vous vous êtes rendus au lieu de vous battre. Vous avez trahi vos alliés. Vous ne méritez aucun respect. Les passages à tabac d'internés italiens étaient monnaie courante. Pour la moindre infraction, c'était la flagellation publique. Mais le plus cruel fut ce qui se produisit à l'automne 1944. La machine de guerre allemande avait besoin de toujours plus de main-d'œuvre. Albert Speer, ministre de l'Armement, exigea d'Hitler une plus grande efficacité du travail forcé. Hitler accepta. Le 20 septembre 1944, un ordre fut émis. Tous les internés militaires italiens doivent être transférés au statut de travailleurs civils. Qu'est-ce que cela signifiait en pratique ? Cela signifiait que les Italiens n'étaient plus du tout considérés comme des prisonniers. Ils étaient de simples travailleurs. Et donc, toutes les mesures de coercition pouvaient leur être appliquées. On commença à les envoyer dans les camps de concentration du système SS. Flossenbürg, Dachau, Mauthausen, Buchenwald, des milliers d'internés italiens se retrouvèrent dans ces camps de la mort. Là, on les utilisait pour les travaux les plus durs, extraction de pierres dans les carrières, creusement de tunnels souterrains pour les usines, déblaiement des ruines après les bombardements. La mortalité dans les camps de concentration était catastrophique. Moins de la moitié des Italiens entrés dans le système SS survécurent. Mario Rigoli, arrivé à Mauthausen à l'hiver 1944, se souviendra plus tard. Je pensais avoir vu le pire après un an en camp de travail. Mais Mauthausen, c'était l'enfer. On nous réveillait à 4 heures du matin. On nous donnait un morceau de pain et une tasse d'un liquide marron qu'ils appelaient café. Puis nous marchions jusqu'à la carrière. Toute la journée, nous portions des pierres en haut de 186 marches. Ces marches étaient surnommées l'escalier de la mort. Chaque jour, quelqu'un tombait. Les gardes SS n'aidaient pas. Ils riaient. Le soir, la moitié de la colonne tenait à peine debout. La nuit, dans la baraque, 3 ou 4 mouraient. Le matin, les SS sortaient les corps et notaient « mort d'insuffisance cardiaque ». En seulement 3 mois, sur mon groupe de 200 hommes, 37 ont survécu. Mais même dans ces conditions, les Italiens trouvaient des moyens de résister. Le sabotage dans les usines était courant. Les Italiens travaillaient lentement, endommageaient volontairement des pièces, cassaient des machines. C'était puni de passage à tabac et d'envoi dans des camps disciplinaires, mais le sabotage continuait. Dans les usines d'armement Krupp où travaillaient des milliers d'internés italiens, le pourcentage de produits défectueux passa de 3 à 15%. Les contremaîtres allemands savaient que c'était du sabotage, mais ne pouvaient pas le prouver. Quelques Italiens réussirent à s'évader. Les évasions des camps étaient extrêmement rares. La garde était féroce, l'évasion était punie de mort sur le champ. Mais ceux qui travaillaient dans des fermes ou de petites usines s'échappaient parfois et tentaient de rejoindre la Suisse neutre ou la ligne de front. Selon les données allemandes, environ 10 000 internés italiens se sont évadés. La plupart furent rattrapés et fusillés. Mais certains eurent de la chance. Ils atteignirent la Suisse et y furent internés jusqu'à la fin de la guerre. Au printemps 1945, alors que les Alliés entrèrent en Allemagne par l'ouest et que l'armée rouge avançait par l'est, les Allemands commencèrent à évacuer les camps. Des milliers d'internés italiens furent abandonnés sur les routes.
Certains furent contraints à des marches de la mort, des colonnes à pied se dirigeant vers l'ouest, loin des troupes soviétiques. Beaucoup moururent d'épuisement en chemin. D'autres furent simplement laissés dans les camps, où ils attendirent d'être libérés par les Alliés. Mai 1945, la guerre en Europe est terminée. Les internés italiens qui ont survécu au camp commencent à rentrer chez eux. Sur les 500 000 qui avaient refusé de servir l'Allemagne et avaient été envoyés aux travaux forcés, environ 45 000 ne sont jamais revenus. Ils sont morts dans les mines, les usines, les camps de concentration, de faim, de froid, de maladie, de coups. Leurs corps sont enterrés dans des fosses communes à travers l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche. Beaucoup de ces tombes n'ont toujours pas été retrouvées. Lorsque les survivants rentrèrent en Italie, ils découvrirent que personne ne les attendait. Le pays était en ruine, le gouvernement fonctionnait à peine. Il n'y avait pas de programme d'aide aux vétérans, pas d'indemnisation, pas même une reconnaissance officielle de ce qu'ils avaient enduré. Les internés militaires italiens furent les oubliés. L'État voulait oublier la honte du 8 septembre, le chaos, la trahison. Il préférait donc ne pas parler de ces 650 000 soldats abandonnés par leur gouvernement et transformés en esclaves par leurs anciens alliés. Pendant des décennies, l'histoire des IMI fut un sujet tabou en Italie. Les manuels scolaires n'en parlaient pas. Les vétérans se taisaient. Ils avaient honte. Honte d'avoir été faits prisonniers. Honte de ne pas s'être battus. Honte que l'Italie ait perdu. Ce n'est que dans les années 90, 50 ans après la guerre, que les premières recherches, les premiers mémoires, les premiers monuments ont commencé à apparaître. L'un de ceux qui ont empêché l'oubli de l'histoire des IMI est Roberto Zamboni, un passionné et historien amateur italien. En 1995, il lance le projet Dimenticati di Stato, les oubliés de l'État. Zamboni rassemble des documents, des photos, des lettres d'internés italiens. Il recherche leurs tombes en Allemagne et en Pologne. Il contacte les familles qui, pendant 50 ans, ignoraient où étaient enterrés leurs grands-pères et leurs pères. Grâce à son travail, des milliers de tombes ont été retrouvées, des monuments ont été érigés, des livres ont été publiés. Mais aujourd'hui encore, de nombreuses familles italiennes ne savent pas ce qui est arrivé à leurs proches. Des milliers de soldats italiens sont toujours portés disparus depuis le 8 septembre 1943. L'Allemagne n'a toujours pas versé d'indemnisation aux internés italiens, contrairement aux compensations versées aux victimes françaises, belges ou néerlandaises du travail forcé nazi. L'histoire du 8 septembre n'est pas seulement l'histoire d'une défaite militaire, c'est l'histoire d'une trahison à tous les niveaux. Le roi et Badoglio ont trahi l'armée en ne lui donnant pas d'ordre clair. Les Allemands ont trahi les Alliés avec qui ils avaient combattu pendant 3 ans. L'État italien a trahi ses propres soldats en les abandonnant en captivité et en les oubliant après la guerre. Mais au centre de cette histoire, il y a 500 000 soldats italiens qui, malgré toutes les trahisons, ont fait un choix. Ils auraient pu accepter de continuer à servir, obtenir des conditions décentes, éviter le travail forcé. Mais 77% d'entre eux ont dit non. Nous ne servirons pas ceux qui nous ont humiliés. C'était un acte de dignité, un acte de résistance, un acte d'honneur. Leur histoire a été oubliée pendant des décennies, mais elle mérite qu'on s'en souvienne. Car ces 500 000 soldats anonymes qui ont refusé de servir étaient les vrais héros. Pas les héros qui gagnent des batailles, mais ceux qui, ayant tout perdu, conservent leur humanité et leur dignité. Le 8 septembre 1943 est le jour de la trahison, mais c'est aussi le jour où un demi-million d'Italiens ont montré ce que signifie rester un homme, même lorsque le monde entier s'écroule autour de vous.